taoïsme de première langue. Le taoïsme, c'est vrai qu'on en a tous plus ou moins entendu parler, représenté par le symbole du Taiji Chuan, du yin yang que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Simplement, la conférence cet après-midi, c'est pas de parler du taoïsme. Si vous avez des questions, on en parlera après. Mais sachez simplement qu'on est très loin dans le temps et très loin dans l'espace, les fameux espaces-temps auxquels Jocelyn fait allusion, puisque là, je vous parle d'une tradition qui est chamanique, qui remonte avant les écrits, ça a peut-être 5000 ans. Les premiers écrits, c'est il y a 2500 ans. D'accord ? Et en Chine, dans la Chine traditionnelle, donc vous voyez que c'est quelque chose qui nous éloigne de notre camp de base quand même. Donc c'est vrai qu'en Occident, chaque fois que je parle de taoïsme, j'utilise et j'use un peu de salive pour expliquer ce que c'est, parce que on n'enseigne pas ça à l'école. Et donc si je devais résumer, ça c'est le fruit de mes travaux, en une seule ligne, en une seule phrase, ce qu'est le taoïsme, parce que le taoïsme, évidemment ça a été une spiritualité, c'est un mouvement mystique, c'est une spiritualité, une sagesse, une philosophie, c'est aussi une médecine, et c'est devenu une religion uniquement à partir du moment où le bouddhisme est arrivé en Chine, parce qu'avant c'était pas une religion. Mais étant donné que le taoïsme a connu la concurrence du bouddhisme, avec ses monastères, avec son imagerie qui parlait au peuple, etc., ils se sont dit, franchement il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on va disparaître en tant que tradition taoïste. Donc ils se sont mis à inventer un clergé, inventer des rituels, un certain nombre de choses pour pouvoir continuer à exister. Mais donc c'est quand même une religion, parce que parfois on dit que c'est une religion, mais c'est très tardif en fait, puisque ça date donc de la dynastie des Tang, donc entre le 6e et le 9e siècle, ça ne nous rajeunit pas. Donc le taoïsme, pour moi en tout cas, si je devais le résumer à des contemporains, je dirais que pour le taoïste c'est quelqu'un qui ne sera jamais aussi heureux, ne vivra jamais aussi bien, ne sera en aussi bonne santé, ne vivra jamais aussi longtemps, ne sera jamais aussi performant que s'il a compris décoder la grammaire de la nature, du vivant, de l'univers, et qu'il se l'applique à lui-même dans sa relation aux autres et dans sa compréhension du monde. D'accord ? Autrement formulé en sens inverse, si vous connaissez les lois du monde, les lois du vivant, les lois de l'univers et du cosmos, vous trouverez les clés pour vivre longtemps en bonne santé, pour être performant et pour être heureux. Voilà. Un peu comme dans la tradition aborigène à laquelle Jocelyn a fait allusion, le taoïsme aussi, en fait, est une voie du rêve en tant que tel, parce que les taoïstes se sont toujours un peu défiés des mots, en fait, et ils ont toujours préféré l'expérience corporelle, l'incarnation, plutôt que les taoïstes ont toujours préféré le yin, si ça vous parle, plutôt que le yang. Le yin, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est mystérieux. Et d'ailleurs, le Dao, ils l'appellent le grand mystère, parce qu'ils ne veulent pas le qualifier par des mots. D'accord ? Et donc, ils ont toujours préféré le yin, ce qui était caché, plutôt que le yang, parce que le yang, c'est ce que tout le monde voit. Finalement, le yang, il est assez vulgaire, parce que tout le monde le voit, finalement. Cette porte, je la vois, mais c'est pas cette porte qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière la porte. Le taoïsme, c'est ça, c'est qu'il va chercher ce qui est caché. Et donc, il me venait tout à l'heure, on parlait des images, Jocelyn a fait appel à des images tout à l'heure. Pour moi, l'image qui me venait, c'est celle de la pomme. Si vous prenez une pomme, l'homme de la rue verra une pomme. Et il verra l'enveloppe, si c'est une granny, elle sera verte, etc. Il verra l'écorce, il verra l'enveloppe. Mais le taoïste, il ne s'intéressera pas à ça. Il s'intéressera aux pépins qui sont à l'intérieur de la pomme. Parce qu'il sait, en musique, il sait, le taoïste, que c'est le pépin qui est à l'origine de la pomme. Et sans pépin, vous n'avez pas de pomme. Donc le taoïste va à l'origine des choses. Et lui, ce qui l'intéresse, le sinogramme Dao, c'est un homme qui marche résolument vers la racine des choses. Et donc si un taoïste voit une pomme, il ne voit pas la pomme, il voit le pépin qui est à l'intérieur de la pomme. Ce que personne ne voit en fait. Parce qu'il sait que le pépin est à l'origine de tout. D'accord ? Notamment de l'arbre et du pommier. Donc voilà, donc c'est simplement une illustration très didactique, vous voyez, très inductive pour vous faire toucher du doigt ce qui intéresse le taoïste. Le taoïste, il s'intéressera à la poutre de la maison qui permet à la maison de tenir. Mais personne ne s'intéresse à la poutre. Or, c'est elle qui, sans poutre, la maison n'existerait pas. Voilà, donc de la même manière, le taoïste s'intéresse à l'énergie, au chi, que personne ne voit, que la médecine occidentale nie. Pourtant, parce qu'il a la conviction, c'est même pas une conviction, c'est même pas une croyance, c'est un ressenti corporel, que c'est quelque chose qui existe, parce qu'il le ressent en lui, parce qu'il l'a travaillé sur la base d'un certain nombre d'exercices. Au début, en tout cas, le taoïsme se défie des mots. Je vous l'ai dit, le fondateur du taoïsme,
celui qui a écrit la première chose sur le taoïsme, c'est Lao Tse, qui d'ailleurs, vraisemblablement, n'a pas existé. Lao Tse n'a pas existé. Déjà, si on traduit Lao Tse, ça veut dire vieil enfant. Vous voyez, donc déjà les paradoxes qui commencent à apparaître, c'est assez rigolo. Et donc, Lao Tse, la première phrase du Tao Te Ching, le classique de la voie et de la vertu, c'est, écoutez bien, ce qui s'appelle le Tao n'est pas le Tao. Bon, donc déjà vous dites, il était torturé le garçon. Mais il veut dire par là qu'un principe de totalité, vous ne pourrez jamais l'attraper, le rendre prisonnier par des mots. C'est pas possible. Et ça, c'est une sinologue qui s'appelle Isabelle Robinet, qui a disparu dans les années 90, qui disait la chose suivante et qui m'a vraiment frappé. Elle a dit quelque chose qui m'a franchement parlé. On n'en a pas conscience, mais toute affirmation porte en elle une négation. Si je vous dis par exemple que ceci est un livre, c'est une affirmation. Mais en vous disant ça, je vous dis aussi quoi? Que ce n'est pas une petite cuillère, qu'il n'est pas vert, que ça ne vole pas, blablabla. Bla bla. Toute affirmation est une négation de ce que cette chose-là n'est pas. À partir de là, à partir du moment où vous comprenez ça, vous ne pouvez plus définir un concept de totalité par les mots. Parce qu'imaginez que je vous dise le Tao c'est ça, ça supposerait qu'il existe quelque chose qui complète ce que je n'ai pas dit et qui n'est pas le Tao, alors que le Tao est un principe de totalité. Je ne sais pas si vous m'avez toujours suivi. Mais voilà ce que Isabelle Robinet, en tout cas, m'a révélé, et j'ai dit waouh, merci Isabelle. Bon, donc, au-delà de ça c'est vraiment sur des concepts autour de l'univers, du cosmos, ce type de choses. Mais là où les mots sont incapables de qualifier des choses subtiles, si par exemple je vous demande, je ne sais pas combien on est, peut-être 80 dans cette salle, à chacun la définition de ce qu'est pour vous la spiritualité, la conscience, le bonheur, vous voyez, des concepts aussi subtils que celui-là, je pense qu'on aura à peu près 80 définitions différentes. Donc les mots sont partiels, sont partiaux, sont subjectifs, sont inconstants, surtout que vous pouvez vous-même, en tant qu'individu, ne pas apporter la même définition à ce que je viens d'évoquer, selon que vous êtes jeune, moins jeune ou un peu plus âgé. Vous voyez comment les mots sont fluides, mobiles et finalement incapables de définir un concept de manière un peu durable. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain. Donc, un autre exemple qui vraiment va vous faire toucher du doigt la raison pour laquelle les taoïstes se sont éloignés de tout ce qui est textuel et scriptural. Hier soir, j'ai vu un superbe coucher de soleil. D'accord ? Je pourrais passer à peu près 3 heures ou même 3 jours à vous décrire le coucher de soleil que j'ai vu hier soir. Vous serez incapable de vous le représenter avec précision. D'accord ? Un autre exemple. Je vous invite à décrire ce qu'est le parfum du muguet un papou en Papou équatorien. Vous n'y arriverez pas. Inversement, si lui-même, depuis qu'il est tout petit, est entouré d'orchidées d'une espèce que vous-même ou moi-même j'ignore, il pourra me décrire avec tous les mots qu'il souhaite ce à quoi ça ressemble. Alors c'est un peu de muguet, mais il y a aussi un peu de muscle. Aucune idée finalement de ce à quoi sent l'orchidée en question. Parce que c'est une expérience. Ça veut dire que le corps nous enseigne des choses que la tête ne comprend pas. D'accord ? On n'est pas capable d'appréhender. Parce que, dans la réalité qui est la nôtre, ce qui nous manque en fait, c'est l'interaction et l'espace entre les choses. L'espace entre les choses. C'est-à-dire, entre tout et tout, en fait. Hein. Donc ici, même dans l'instant présent qu'on est en train de vivre ensemble, il y a plein de choses, il y a plein d'interactions que l'on ne voit pas, la température, la chaleur, l'énergie, etc., qui font que malgré tout, il y a quelque chose qui se passe maintenant, ici et maintenant, parce qu'on n'a pas cette appréhension, cette intelligence du tout, qu'on ne pourra pas l'appréhender, en tout cas de manière intellectuelle, de manière mentale. Et c'est la raison pour laquelle la création, formidable création, a créé quoi ? Le corps. Celui qui sait n'a pas un large savoir, celui qui sait n'a pas un large savoir ne connaît rien. Lao Tse, 2500 ans. Vous pouvez apprendre tous les dictionnaires que vous voulez, ça ne sert à rien sur la voie de l'éveil. C'est une expérience. Et alors là-dessus, vous avez dit Tse, qui est le 3e fondateur du taoïsme, il y a 2300 ans à peu près. Mais bon, tous les sinologues ne sont pas d'accord, parce que peut-être qu'il serait même antérieur à Lao Tse. Alors lui, il va encore plus loin.
puisqu'il dit qui a trouvé ce thé, qui sait ce thé aussi. Silence et ignorance sont des discours et savoir parfait. Voilà. Donc si vous ne dites rien et ne savez rien, c'est formidable. Vous êtes proche de la source. Formidable. Donc, voilà, parfois vous vivez un rêve qui est tellement évident pour vous, c'est une évidence, voilà, tous les mots possibles et imaginables ne seront jamais aussi convaincants que ce que vous avez vécu à l'occasion ou d'une expérience ou de ce type de rêve. Voilà, un rêve prémonitoire, vous avez l'évidence de quelque chose. Le premier message, c'est celui-là, toute l'importance du corps versus les mots, et de l'inconscient par rapport au conscient. Donc, si la voie du pensée est impuissante à atteindre le Tao, il est possible en revanche de s'en approcher par une voie alchimique dont je vous parlais tout à l'heure, et aussi la voie du rêve. D'accord ? Et donc, la fameuse voie du rêve, qui nous permet de nous rapprocher de la connaissance dans la tradition taoïste. Et alors là, pour le coup, on a des maîtres tout autour de nous qui nous entourent sans qu'on en ait conscience. Ces maîtres-là, pour m'amuser, parce que j'aime bien jouer sur les mots, je dis de temps en temps que nos meilleurs maîtres font moins d'un maître. Et ce sont les enfants. Voilà, je vous le dis parce que vous en souviendrez comme ça. Donc on a des maîtres autour de nous, ce sont nos enfants qui sont là, qui sont capables, qui seraient capables de nous enseigner, et qu'on n'écoute pas parce qu'on ne prend pas le temps de les décoder et de les observer. Les enfants, c'est très important pour les taoïstes, parce qu'ils se situent précisément entre le territoire du réel, les enfants, et de la fiction. Ils sont à mi-chemin entre deux mondes, en fait. Et ce qui est possible pour l'enfant, ben, il est beaucoup plus difficile pour l'adulte de retrouver, par exemple, cette capacité d'émerveillement ou d'invention. L'enfant, si on y réfléchit bien, il vit quasi permanent, jusqu'à un certain âge évidemment, dans une sorte de rêve permanent, où pour lui, tout lui est possible. Pour un enfant, il n'est pas du tout inconcevable de faire parler un nounours, de faire voler une petite cuillère, une bouteille ou une maison, ou des cailloux. Donc cet enfant, c'est un enseignant dans le sens où il accède à une information et donc à une connaissance à laquelle nous-mêmes adultes, on a renoncé, il y a maintenant de cela beaucoup d'années. Et ce à quoi nous invitent les taoïstes, c'est à retrouver notre âme d'enfant et cette capacité d'émerveillement qui fait qu'on entre dans une logique joyeuse d'émerveillement, de découverte, mais aussi de captation de signes. L'enfant, il est capable de voir, d'entendre des choses que nous-mêmes, dans la vie pressée qui est la nôtre, on ne voit plus. On raconte cette histoire, c'est peut-être une légende urbaine, où le Boston Daily, je ne sais plus quel est le journal américain, qui à New York fait jouer le plus grand violoniste au monde dans le métro. Et donc, l'histoire raconte que les seuls qui s'arrêtaient écouter Benouin, j'ai oublié son nom, vous-même vous le savez peut-être. Yehudi Benouin, voilà, merci. Je crois que c'était en 2007, et là c'était des enfants qui restent sensibles au beau. Voilà. Donc c'était une expérience assez exceptionnelle que de faire jouer dans le métro, un endroit très ordinaire, quelqu'un qui est un instrumentiste extraordinaire. Et ceux qui l'ont capté, ce sont les enfants. Donc ce sont aussi des observateurs totalement réceptifs. Là, je vous donne quelques clés aussi alchimiques derrière. Les enfants, donc dans la tradition taoïste, l'élément, l'énergie la plus réceptive, c'est l'eau. D'accord ? Parce que l'eau est sans saveur, sans forme, sans odeur, donc elle ressemble aussi au ciel, et donc elle reçoit tout ça. L'eau reçoit, et l'eau, c'est l'élément le plus réceptif. Eh bien, l'enfant, c'est celui qui a le plus d'eau dans son corps, en fait. Et au fil du temps, dans la symbolique, l'adulte perd de l'eau au fil des ans, en fait. Et à la fin de notre vie, on est tout sec, en fait. On est tout sec parce qu'on a perdu notre eau, on a perdu notre capacité à recevoir, notre réceptivité. Et l'eau, vous savez que plus vous avez d'eau, plus vous êtes sensible, par exemple, aux ondes musicales, à la musique. La musique, c'est une vibration, en fait, aux vibrations, tout simplement. Donc les enfants sont très réceptifs aux vibrations, à tout ce qui est vibratoire. Et avec le temps, eh bien, on perd cette capacité vibratoire. Donc les enfants aussi nous enseignent dans cette capacité réceptive. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ça. Pour adultes, finalement, on vit vite. Et vivre vite, vous avez compris que c'est un oxymore. Vivre vite, c'est un oxymore. Donc ça ne marche pas ensemble. Parce que plus on va vite, moins on voit de choses. Et plus on perd d'informations. Donc
Voilà, donc nous, pauvres adultes, ben, finalement, on est dans un jeu, une société qui nous fait jouer non pas à nos propres règles, avec nos propres signaux, marqueurs, récepteurs, mais avec les règles des autres en fait. Et en plus, on nous demande de faire vite, ce qui veut dire que des signes, on en a de moins en moins, parce qu'on est. La règle de soi, c'est quoi? C'est une règle toute simple, par exemple. C'est qui parmi nous suit réellement ses biorhythmes. C'est-à-dire mange quand il a faim, dort quand il a envie de dormir, etc. Alors après, peut-être qu'il faut attendre la retraite pour arriver à ce prodige et à ce paradis terrestre. Mais en tout cas, pour ceux qui travaillent et pour ceux qui sont dans la vie, on va dire, un peu de tous les jours, c'est très très compliqué. Donc, ça va vite, on respecte les règles des autres plutôt que ses propres règles, et donc on s'éloigne de ce que les taoïstes, notamment Chuang-Tzu, appellent sa propre nature. Dans le taoïsme, on vous dit que vous ne serez jamais aussi heureux que si vous savez qui vous êtes et allez dans la direction de ce que vous avez compris, de ce que vous étiez. Et Chuang-Tzu, c'est très pragmatique le taoïsme, hein, c'est vraiment ras des pâquerettes, même tellement ras des pâquerettes que c'est même en dessous, puisque Chuang-Tzu dit il y a 2400 ans, seul le ver de terre est ver de terre, parce que lui seul connaît et respecte sa nature céleste. Ça, c'est une critique pour les humains. C'est-à-dire, donc lui, il considère que le ver de terre est au-dessus, dans sa compréhension du monde, que l'homme du commun. Donc en disant ça, on sent bien la critique pour l'homme du commun. En revanche, le message d'espoir qui est derrière, c'est de dire, si tu connais ta nature céleste, à ce moment-là, tu connaîtras la source de ton propre bonheur, de la performance aussi, et aussi de vivre en bonne santé longtemps, la longévité, qui était aussi un des objectifs recherchés par la médecine. Plus vous vivrez dans vos biorhythmes, plus vous connaîtrez la nature qui est la vôtre, plus vous serez quelque part aligné, un peu comme un enfant qui est dans l'instant. L'enfant, il a du mal à se projeter dans l'avenir, il vit dans l'instant en fait. Là aussi, c'est un enseignement des enfants, c'est l'instant. À ce moment-là, si vous ralentissez, si vous comportez, si vous avez vous portez dans la vie, sur la vie, le regard de l'émerveillement, à ce moment-là, vous serez réceptif et vous verrez, à ce moment-là, vous aurez de plus en plus de signes, vous aurez de plus en plus de messages. Le mot aujourd'hui qu'on utilise de plus en plus dans la littérature, c'est le mot jungien de synchronicité. Quelqu'un qui vit vite, qui se dépêche, qui vit avec la montre, passera à côté des signes en fait, et des synchronicités. Quelqu'un qui vit comme un enfant, au rythme de l'enfant, sera capable de voir ce que l'adulte n'est plus en capacité de voir. Donc le rapport au temps, l'ouverture au merveilleux, et se rappeler finalement, porter sur le monde le regard de l'enfant, ce sont peut-être effectivement les 3 points du message que je voulais vous passer en message numéro 2. Et ralentir pour ceux qui sont encore dans la vie active. Voilà, parce que finalement, je ne sais pas si elle est si active que ça, et si finalement, c'est pas une vie qui nous fait faire du surplace. Et ça, c'est point de vue très personnel. Donc, les taoïstes ont cherché à retrouver donc, le regard de l'enfant et l'aptitude de l'enfant à voir les signes, toujours pareil, pour vivre mieux, être plus performant, être plus heureux, et puis se rapprocher de l'origine. Donc, qu'ils appelaient, ils ne voulaient pas le qualifier, donc souvenez-vous, ils l'appelaient le Dao, c'est le grand mystère, parce qu'ils ne voulaient pas mettre des mots derrière pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et quand les disciples allaient voir le maître en disant « Maître, mais vraiment, c'est quoi quand même le Dao ?» Alors à ce moment-là, il disait « Ok, mais je t'ai dit le mystère. Ouais, mais le mystère derrière le mystère, il y a quoi ?» Alors à ce moment-là, le maître taoïste disait « Le mystère du mystère. » Et quand il revenait à la source, enfin il revenait au fond à ce moment-là, il disait « Le mystère des mystères des mystères. » Et à ce moment-là, il en avait marre, les disciples, et puis il reprenait sa question et il réfléchissait. Il y a plusieurs moyens, finalement, de porter sur le monde le regard de l'enfant et d'altérer cette conscience-là. Donc il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus facile, c'est ce que certains poètes font. Le poète le plus célèbre en Chine, c'est Li Po, donc qui a vécu au 8e siècle, hein, sous les temples, et qui lui, son moyen, c'était quoi? Comment fait-on pour accéder finalement à la connaissance et se connecter au plan subtil? Alors lui, il avait trouvé un moyen très efficace, c'est l'ivresse. Donc il buvait. Donc l'alcool est un bon moyen d'altérer la conscience, et lui-même disait qu'il n'était jamais aussi créatif que, voilà, il buvait un bon coup, et ça marchait assez bien pour accéder à des informations et des plans que, s'il n'avait pas bu, il n'aurait pas accès à ce type d'informations. On en connaît d'autres aussi chez nous, des gens comme ça. Souvent, ce sont les poètes, c'est la voix des poètes, ça. Baudelaire, par exemple. Baudelaire a beaucoup bu, alors il a bu aussi
Voilà, il n'a pas fait que boire de l'absinthe, hein, il a aussi quelques autres substances plus ou moins licites ou illicites. Donc voilà, donc les poètes font ce type de choses, c'est la voie qu'empruntent de nombreux poètes pour accéder à des plans subtils. Alors évidemment, ce sont des comportements mal compris par la société, et souvent ce sont des gens qui se mettent en marge de la société, ça devient des marginaux, et donc souvent ils ont une mauvaise réputation, et donc en Chine, on les affublait d'un oxymore qui est assez joli, vous allez voir, on les appelait des vagabonds célestes. Alors selon les traductions, ça change, il y a des gentils et des pas gentils. Vagabond céleste, c'est encore gentil. Il y en avait certains, entre les deux, il y a mendiant céleste, et là, il y en avait certains qui n'étaient pas gentils du tout, c'est clochard céleste. Tout ça pour dire que ce sont des gens qui sont tellement finalement dans d'autres plans que la réalité finalement c'est pas véritablement leur sujet. Donc ils décident volontairement de se mettre en marge finalement de la société, de la compagnie des hommes, parce qu'ils savent que de toute façon ce n'est pas la voie juste pour eux. D'accord ? Là aussi il y a des gradations dans le taoïsme horizontal, le taoïsme vertical, j'ai écrit des choses là-dessus. Je ne l'ai pas lu dans la littérature, mais ce sont des choses qui me paraissent d'évidence. En sachant que la voie ultime, en tout cas du taoïsme, c'est une voie verticale et pas horizontale. Et dans cette voie verticale, la compagnie et la société des hommes, ce sont des choses que les taoïstes de la tradition, en tout cas, évitaient. Parce que le taoïste a tendance à considérer que l'homme rend disharmonieux ce qui était harmonieux avant son passage. Autrement formulé, la nature était beaucoup plus harmonieuse avant l'apparition de l'homme qu'après. Donc l'homme, pour beaucoup de taoïstes, et c'est dans les textes, est un perturbateur d'équilibre. Et ça, c'est Lao Tzu, à la fin, qui dit « L'homme véritable est celui qui ne laisse pas de traces. » Parce que ne pas laisser de traces, c'est le meilleur moyen de ne pas perturber ce qui était harmonieux avant qu'on arrive quelque part. Et à l'heure où on parle d'environnement tous les jours, on peut s'interroger quand même, et ça, je n'avais pas prévu de le dire, mais je le place ici, de l'impact que peut avoir 8 milliards d'individus comme nous, finalement avec le comportement de prédation qui est le nôtre, et on devrait monter à 10 milliards par rapport à la biodiversité et aux vivants de cette petite planète qui devient de plus en plus petite, plus effectivement notre espèce avance. La première voie, c'est la voie de l'alcoolisation. Allez, non, on va dire mieux, on va dire de la poésie. Voilà, de la poésie. La deuxième voie, ça a été, sous les Han notamment, il y a 2000 ans, ce qu'on appelle l'alchimie externe. Donc, Waidan. Waidan, c'est, je vais essayer d'altérer ma conscience et de transformer le plomb, le plomb qui est là, en or. D'accord ? Et essayer de rejoindre, en Occident, on a eu ça aussi, avec l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. On a eu ce genre de choses. Donc, d'essayer de me rapprocher un peu du divin, du principe créateur, par l'alchimie externe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce que c'était des gens très courageux, les alchimistes. À l'époque, ils disaient, je vais finalement boire des tas de substances plus ou moins bizarres, en fait. Alors, ils ont tout essayé, en fait, les taoïstes. Ils ont eu des siècles pour ça. Donc, des écorces, ils ont pilé des pierres, des tas de pierres, des cailloux, du charbon de bois, des champignons, des plantes, de la peau humaine, des excréments. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Et certains y ont laissé la vie, en fait. Toujours dans cet espoir d'élévation. Donc ils ont perdu la vie pour certains d'entre eux. Alors on les remercie parce que grâce à eux, on sait que ça ne marche pas. D'accord ? Donc il faut quand même avoir cette reconnaissance quand même, vis-à-vis de tous ces gens-là. Donc tous ces maîtres qui nous ont précédés. Et donc au bout d'un moment, ils voyaient que l'efficacité était quand même assez relative. Et donc ils ont développé ce qu'ils ont appelé Naidan. Naidan, c'est l'alchimie interne. C'est-à-dire soyons malins, plutôt que d'aller chercher finalement une sorte de processus alchimique externe à soi, étant donné qu'on a un formidable véhicule, celui que l'on a expérimenté en démarrant cette conférence, qui est le corps. Comment par le corps et parce que l'on est, puisqu'on contient quelque part l'univers, nous sommes l'univers, et dans la tradition taoïste, l'univers est en nous. Et ça, ce sont des expériences qu'en tant que, en tant que pratiquant de Qigong, on peut ressentir. Donc voilà, l'univers en soi. Et donc, à partir de là, ils ont développé des techniques, notamment à partir des Song, donc entre le 10e et le 13e siècle de notre ère. Vous voyez, c'est pas jeune tout ça. Pour raffiner, accumuler l'énergie ici, je montre cette zone-là parce que c'est la zone du premier foyer alchimique, pour la faire monter ensuite dans les étages, et pour ensuite se rapprocher de la source. Et ça veut dire que c'est
notre propre corps devient un véhicule alchimique de transformation. Et c'est notamment une des raisons, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, je n'ai pas beaucoup lu ça dans les textes, pour lesquels il souhaitait à toute force vivre longtemps, pour justement être en capacité de pousser l'expérience jusqu'au maximum de ce qu'il pouvait pousser dans cette incarnation. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'espérance de vie à cette époque-là, c'était comme en Occident d'ailleurs, une trentaine d'années. C'est-à-dire que le temps de grandir, d'être enseigné par les maîtres, de pratiquer un petit peu, ben, c'était déjà fini. Donc c'est pour ça que la longévité, parce que certains nous disent ouais, la longévité c'est une obsession pour les taoïstes, oui, mais c'est pas pour rien, c'est parce que derrière, ils souhaitaient pousser l'expérience corporelle, énergétique et alchimique au plus loin. C'est mon interprétation. La tradition déclare la chose suivante. Vous voyez, quand vous faites un mouvement comme ça, par exemple, avec un micro, c'est pas facile. Nager dans les nuages. C'est très beau. Donc, souvent, c'est enseigné comme étant un mouvement quasiment gymnique, vous voyez, de la gymnastique. On me voit faire, on dit, tu as fait de la gymnastique, très bien, bravo. C'est bon pour la santé, je vais être en forme. Dans la tradition alchimique, c'est pas ça du tout, en fait. Donc, on vous dit, pratiquez, et là, on revient sur la thématique de cet après-midi, avec 20% de conscience, et 80%, c'est quoi le reste? De vide. De vide. Et en fait, pour moi en tout cas, cet après-midi, c'est une définition que je vous livre de ce qu'est pour moi le rêve. C'est 20% de conscience, 80% de vide. Ça pourrait être la définition taoïste. Et c'est le meilleur moyen aussi, dans la tradition du Qigong alchimique, de faire apparaître des choses qu'on n'avait pas prévues. Parce qu'il n'y a rien de pire en Qigong que de faire toutes les semaines le même mouvement, voilà, et en sachant ce qu'on va trouver. C'est ce qui peut arriver de pire à un pratiquant de Qigong, c'est que de savoir ce qu'il va trouver en faisant ce qu'il fait. Le Qigong taoïste, il inverse ça. Il dit, ne sachez pas ce que vous faites, mais faites-le. Et comme un enfant, vous voyez que chaque fois je reboucle sur mes histoires, laissez-vous enseigner par ce qui vient et par ce qui apparaît. Et là aussi, c'est comme une sorte de rêve éveillé. Soyez comme dans un rêve. Le meilleur moment, dans un rêve, vous ne savez pas quelle est la séquence qui va arriver ensuite. C'est la même chose en Qigong. Quand vous pratiquez un Qigong, vous ne savez même pas ce qu'il va pratiquer, ce qui va sortir derrière. Exemple. Là, j'improvise. Si vous faites ça, vous ne savez pas, à un moment, il y a un truc qui va sortir. Et si vous savez, vous, que c'est extrêmement académique, orthodoxe, et que vous devez faire ça pendant 1 heure, enfin déjà, c'est assez lassant, et au bout d'un moment, vous allez récupérer ce qui s'appelle l'ennui. D'accord ? Et puis au bout d'un moment, vous allez dire, bon, ce prof, franchement, j'ai fait le tour, je vais aller voir un autre prof. Et ensuite, vous allez tomber de carré en syllabes, comme ça, vous allez faire 36 profs. Vous allez enseigner 36, on va vous enseigner 36 styles, et vous n'avancerez pas. Et à un moment, il faut accepter de se laisser enseigner par quelque chose qui est plus grand que nous, dit la tradition, c'est le Qi. Et le Qi est plus grand que nous. Et à un moment, vous allez vous laisser enseigner par votre maître intérieur. Voilà. Alors, ça c'est dit avec des mots grandiloquents, mais c'est de la même manière que lorsque vous rêvez, vous vous laissez enseigner par quelque chose qui n'est pas vous. Parce que vous ne contrôlez pas. Un rêve, vous ne contrôlez pas le rêve, sauf le rêve lucide, autre chose. Et de manière générale, vous subissez, entre guillemets, le rêve. En Qigong, c'est un peu pareil. Vous acceptez que, comme dans un rêve, il arrive quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Donc le rêve ne résonne pas en termes de perfection. Quand vous avez une voiture qui vient dans un rêve, vous pensez à une voiture, qu'elle soit verte, rouge, un cap, alors, sauf s'il y a une symbolique derrière. Mais on n'est pas à rechercher une perfection dans le rêve. Donc le rêve n'apporte pas la perfection, le rêve apporte l'information. Il rapporte des images, des messages. Donc, et c'est la raison pour laquelle dans la tradition, il y a un texte, Chuang Tzu, qui dit « On peut devenir parfait, mais ignorer la perfection, voilà la perfection. » Je reviens sur mon exemple tout à l'heure. Tout ça, là je suis en live, vous l'avez compris, je commence à partir. En Tai Chi Chuan, par exemple, vous avez des enseignants qui, pendant 1 année, si vous, par exemple, vous faites un mouvement, il va vous corriger pendant 1 année en vous disant, vous voyez, là, la patte de poulet, alors elle n'est pas comme ça, elle est plutôt comme ça, tu vois, elle est plutôt comme ça, et puis voilà. Et donc pendant 1 an, je ne sais pas si certains d'entre vous avez fait du Tai Chi Chuan, et en Qigong c'est pareil, on vous dit, non, c'est comme ça. Bien moi, la tradition dans laquelle je suis, Long Man Pai, notamment, la porte du dragon, on vous dit non, enfin, on vous dit,
le ressenti sera toujours plus important que l'orthodoxie de la forme. Et si toi, par rapport à la configuration, à la constitution qui est la tienne, ton ressenti est meilleur de telle ou telle manière, fais-le. Et suis ta voie plutôt que de suivre effectivement ce que ton maître t'a dit, c'est-à-dire 62 degrés ouest et à gauche, et puis 47 degrés est. Là, t'es mort, le ressenti s'échappe. Pourquoi? Parce que vous perdez la spontanéité de l'enfant. Vous voyez le truc? Je reviens chaque fois sur mes histoires. Donc c'est pas une question de perfection. Et là aussi, d'un petit incise, de temps en temps je vais me faire plaisir, il n'y a pas de raison, hein. Quand je vois la Chine aujourd'hui qui organise des Coupes du Monde de Qigong, Coupe du Monde de Qigong, je ne sais pas, par rapport à ce que je vous ai raconté, je ne sais pas, la contradiction évidente qu'on y voit. Alors ça vient de Chine, ils organisent ça, alors bon, ce sont des gens extrêmement intelligents, donc je pense que c'est purement commercial. Ok, à ce moment-là, il faut le dire, ils veulent gagner des sous, ça c'est autre chose. C'est comme, pour m'amuser, je me dis, est-ce que vous envisageriez de faire des concours de fleurs, des concours de couleurs, des concours de nuages? C'est ça que je vous dis. Et c'est ça que les Chinois nous disent. On va faire des concours de nuages, des concours de fleurs. On va prendre plein de marguerites dans un champ et on va dire quelle est la plus belle. Je n'ai pas compris. Ouais. Allez, le sommeil taoïste. Le sommeil dans la tradition taoïste, elle est sans rêve. Chuang Tzu dit clairement, alors je vous dire Chuang Tzu, l'homme véritable ne rêve pas pendant son sommeil, il ne se fait pas de soucis à son réveil. Quand on est véritablement dans son axe, quand on sait qui on est et où on va, je dirais qu'on est sur la voie juste. Donc derrière, on n'a pas de questions à se poser. Hein, c'est le sommeil du juste, d'ailleurs, on a un proverbe qui dit ça, c'est le sommeil du juste. Et puis, le taoïste, il prend le réel comme il vient. C'est-à-dire que s'il a une opportunité, ben, il en profite. Et puis s'il a des contraintes, il essaye d'en faire une opportunité. Voilà. Donc si moi, par exemple, on m'empêche de faire quelque chose, ben, peut-être que ça me permettra de créer autre chose. Et s'il n'y avait pas eu la contrainte, ben, je n'aurais pas créé ce que j'ai créé. Coluche a créé des Restos du Cœur parce qu'il a connu la misère et la faim étant petit. Si Coluche n'avait pas connu la misère et la faim étant petit, les Restos du Cœur n'auraient pas été créés. La misère et la faim de Coluche étant petit, était un bien ou un mal? Ouais, vous commencez à rentrer dans la relativité du yin-yang. C'est-à-dire, vous savez, dans les magazines féminins, souvent, c'est voilà, le régime de l'été. Le régime de l'été, vous devez manger ceci, cela, etc. Ou de la mode, pour un taoïste, ça c'est absurde en fait, parce qu'on est tous différents. Et dire qu'un même régime pourrait convenir à tout le monde, pour un taoïste, c'est comme si on disait qu'un cactus, par exemple, on peut le planter partout sur la Terre. Non, un cactus, ça passe pas, ça pousse pas partout. Je ne dis pas que le régime c'est le cactus, mais enfin c'est mieux. Voilà, donc il faut éliminer les excitants, les produits trop raffinés. Pourquoi? Parce que ça met le feu au cœur ici. D'accord? C'est parce que ça fait monter les émotions. L'alcool, la viande rouge, le café, ici ça, on met une bûche dans la chaudière en fait. Et donc derrière c'est beaucoup plus difficile pour accéder au calme et voir les signes. D'accord? Toujours pareil. Il travaille au calme, le silence, il s'entoure de nature, très important la nature. Il se ressource dans la nature. Il fait bouger son corps, d'où le Qigong. Il aime son métier, très important, parce que c'est cette phrase de Confucius qui disait « Celui qui aime son métier ne travaillera jamais de sa vie ». Maître Gong, sur le coup, avait raison. Et il ne cherche pas à briller parmi les hommes, ça c'est très important. Le taoïste, lui, il sait qu'il est dans le juste, il n'a pas à briller auprès des hommes, puisque lui, l'histoire du taoïste, elle est là-haut, elle n'est pas au niveau horizontal, elle n'est pas au niveau du semblable, puisque l'homme, pour lui, est plutôt un perturbateur d'équilibre et d'harmonie. Donc s'il a envie d'aller vers l'harmonie, il ira plutôt là-haut, plutôt là. Le canon taoïste, c'est à peu près entre 4000 et 5000 livres. À votre avis, il y a combien d'auteurs qui ont laissé leur nom sur ces livres-là, en fait, les 4 ou 5000 livres? Est-ce qu'on connaît le nom de ces auteurs-là? Aucun. C'est-à-dire que l'auteur taoïste est anonyme, en fait. On ne sait pas qui a écrit les 4000 livres. Justement parce qu'ils sont dans ce principe de globalité. Donc le sommeil se loge dans le foie, d'accord, ça c'est important. Je ne sais pas si certains d'entre vous se réveillent toutes les nuits, alors heure solaire entre 1h et 3h du matin. C'est dans l'horloge médicale taoïste et chinoise, l'heure du foie.
Donc si de manière systématique vous vous réveillez à l'heure fixe, alors outre les problèmes effectivement de miction nocturne, mais pour ceux qui ont ce réveil à l'heure fixe, c'est le moment où l'énergie, dans la boucle de l'énergie, ça passe par le niveau du foie. D'accord ? Donc vous pouvez être sûr que là vous avez peut-être un déséquilibre hépatique. Donc c'est intéressant de le savoir parce qu'ensuite, par le qigong, par l'alimentation, par les massages, par l'acupuncture, la moxibustion, la diététique, vous pouvez faire des choses pour rééquilibrer tout ça. Aussi faire donc des exercices des yeux, parce que le foie c'est aussi les tendons, les yeux, etc. Et donc, on va encore un peu plus loin. Dans le foie, dans la tradition taoïste, il y a trois âmes célestes. Dans la tradition, ils pensaient que chaque organe était occupé, habité par une âme, donc un souffle essence. Il y en a trois. Et donc, notamment la nuit, donc, dans la journée, les trois âmes, elles sont, pour le foie, les trois âmes du foie sont au niveau des yeux, d'accord ? C'est pour ça qu'on dit que notamment les yeux sont la porte de l'âme, parce que, donc il y a trois âmes célestes. Les trois âmes célestes, elles sont dans le foie. Et la nuit, elles reviennent dans le foie, et ensuite elles font du boulot, elles travaillent. Donc il y a une âme qui part ici au niveau corporel, d'accord, au niveau du premier centre énergétique. Il y en a une autre qui est là. Et il y en a une autre qui part ici et qui ensuite s'envole, voir les plans subtils, pour aller chercher des informations et des images. D'accord ? Donc, ils font du boulot en fait. Les trois âmes célestes, elles travaillent, et ensuite elles ramènent des informations. D'accord ? Et donc, c'est la raison pour laquelle, donc, on a dans la période du rêve, soit des informations, on va dire, de nature pathologique, le corps, etc., psychologique, ici, la veille, ce qu'on a vécu la veille, etc., ou éventuellement des inspirations, des rêves prémonitoires, ou même des évidences qui nous viennent en nous disant « mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire okay. ». Et puis si véritablement on est aligné, etc., à ce moment-là, il y a un dragon vert qui est là, et qui à ce moment-là s'envole, et à ce moment-là on obtient Tianlong, c'est le dragon céleste, parce qu'on a réussi à développer son propre potentiel quand on sait qui on est, quand on a trouvé sa nature céleste, sa mission de vie, à ce moment-là, effectivement, on est complètement en correspondance avec Tianming, sa mission de vie, avec le ciel, et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'installe entre le ciel et soi, parce qu'on sait qui on est. Donc une des premières tâches, en tout cas, que le taoïsme, la voie du Tao, invite à faire, c'est de savoir qui on est. Quelle est sa mission ? Peut-être une petite mission, une mission, grande mission, peu importe. Et en situation de déséquilibre, il faut savoir que le foie est très lié aux émotions. Il y a une perturbation émotionnelle très forte quand vous êtes perturbé du foie. Le foie, c'est associé à la colère, par exemple, en cas d'excès, à l'impatience, ce type de choses. Donc, et puis même une perturbation émotionnelle. On ne sait pas comment l'autre va réagir. Et quand je vous ai dit que le foie réglait le sommeil, notamment, donc évidemment, si vous avez des troubles hépatiques, ça peut perturber votre rythme du sommeil, mais si par exemple vous êtes en vide de l'énergie du bois, du foie, etc., ça peut provoquer des crises de somnambulisme, etc. Dans la journée, ça peut être par exemple des rêveries excessives. Ouais. Donc c'est intéressant de voir comment le foie est en lien avec le rêve. Donc c'est intéressant, et ça je pense que c'est vraiment un apport très important de la médecine taoïste que de dire qu'il y a un lien, une corrélation entre tout ce qu'on est en train de se raconter et le corps. Et dans le corps, c'est là que ça se passe. On pourrait dire que c'est là, mais pour le médecin taoïste, c'est là. C'est intéressant. Donc soignez votre foie. Donc les médecins chinois pensaient que la période du rêve était la meilleure période pour diagnostiquer l'origine des maladies, et c'est la raison pour laquelle les médecins taoïstes, dans le cabinet, ils demandaient « de quoi avez-vous rêvé, de quoi rêvez-vous ces derniers temps ?» Et ça leur donnait des clés de connaissance, des déséquilibres et de la pathologie. Je ne sais pas si votre médecin aussi vous pose des questions de ce type aujourd'hui. Donc vous avez des classiques comme le Suen, le Ling Shu qui font référence à ça. L'énergie du bois, par exemple. Si une personne est en manque de cette énergie, vous pouvez rêver que vous êtes un champignon, par exemple. Donc si vous rêvez que vous êtes un champignon, vous pouvez vous dire « Ah, mon énergie du bois, là, il faut peut-être que je fasse quelque chose là-dessus. » Si vous êtes couché sous un arbre, sans pouvoir oser vous relever, voilà. Donc là, l'énergie du bois, on a dit, il va falloir travailler ça. Et en cas d'excès de l'énergie du bois, il peut rêver de colère, de combat, de bataille. C'est ce que je vous disais, donc la colère du bois, qui est aussi associée du vent, associée au vent, à la tempête. Donc tout ça, c'est intéressant. Et c'est une des difficultés de la culture chinoise, c'est que tout est lié. C'est que dès que vous tirez la ficelle, vous récupérez de la philosophie, de la spiritualité, de la médecine, de la politique, etc. Donc c'est pour ça, de la diététique et autres. Et donc vous avez, voilà, donc le Zhugong Jiemeng, hein, c'est la clé des rêves du duc de Zhou, qui a été élaboré il y a 2000 ans. Zhou, enfin il a vécu il y a 3000 ans, hein, c'est un personnage mythique, c'est une dynastie. Donc
Voilà, donc il a écrit des choses il y a plus de 2000 ans, où en fonction de ce que vous rêvez, donc c'est le premier dictionnaire des rêves, enfin bon, la Grèce antique apparemment avait aussi son propre dictionnaire des rêves, évidemment, la Pythie et autres. Alors, par exemple, vous avez, si vous rêvez d'abeilles, je prends le premier, hein. Vous rêvez d'abeilles qui piquent vos talons, c'est pas tous les jours qu'on rêve d'abeilles qui piquent les talons, vous gagnerez au jeu par exemple, donc jouez au loto parce que ça marche bien, donc la prochaine fois que vous rêverez, ça vaut le coup quand même de savoir ça, voilà. L'acné, votre visage est couvert d'acné en rêve, c'est un mauvais signe pour vos enfants. Bon voilà, il faut le savoir quand même, comme ça c'est bon. Donc voilà, vous en avez, c'est classé par ordre alphabétique. Vous avez ce type de petits ouvrages voilà, qui sont là pour vous dire concrètement comment ils interprétaient les rêves à l'époque. Donc il y avait deux types de rêves, hein. Alors les rêves karmiques, le karma déjà on sent qu'il y a un mélange avec le bouddhisme, parce que le taoïsme ne parle pas de karma. Et puis ensuite des rêves un peu plus on va dire, du quotidien. Quelque chose d'intéressant, si le rêve est sur fond noir, c'est plutôt un rêve qui fait référence au passé. Je vous le dis, parce que la prochaine fois que vous rêvez, autant vous le notez. Hein. Si c'est sur fond noir, c'est plutôt le passé. Si c'est sur fond blanc, c'est plutôt l'avenir. C'est plutôt un rêve qui concerne l'avenir. C'est ce que c'est ce que dit la tradition. Et ensuite, effectivement, à un moment, notamment des exercices alchimiques comme le Qigong, etc., le but du jeu, c'est de faire monter votre fréquence vibratoire. Et plus vous avancez sur la voie, notamment plus la fréquence vibratoire, ça c'est ma définition en tout cas, hein, c'est ma vision des choses, c'est très personnel. Plus à ce moment-là, vous êtes en contact avec les plans subtils, et à ce moment-là, dans la tradition, on vous dit que c'est plutôt, donc ils appellent ça un état de clarté lumineuse, une grande pureté, une sorte de dialogue avec les immortels célestes. Et ça, je ne considère pas que ce soit un rêve en tant que tel, c'est-à-dire quelque chose de subi. Et là, on se rapproche pour le coup du rêve lucide, mais avec des entités, on va dire supérieures, qui sont là, avec qui on dialogue finalement en émission-réception. Et ça, c'est pas un rêve en tant que tel, en fait. Hein. C'est pour ça que Chuang Tzu dit que l'homme véritable ne rêve pas, parce que pour lui, c'est pas un rêve, en fait. Et en fait, une des pratiques, d'ailleurs, qui était recommandée dans la tradition, c'était à un moment de ne plus savoir si la vie présente, finalement, était un rêve ou si c'était la réalité. Et les maîtres faisaient travailler les disciples à ne plus pouvoir discerner le rêve de la réalité. Et ils avaient des trucs, des astuces pour dire, si tu sais plus, parce que le disciple allait voir le maître, il lui disait, mais maître, est-ce que je rêve? Est-ce qu'on a vraiment cette conversation? Ou est-ce que je rêve qu'on a cette conversation? Et à ce moment-là, le maître disait, regarde si tu respires ou pas. Donc il regardait l'abdomen, et si effectivement l'abdomen, il voyait l'abdomen monter et descendre, à ce moment-là, il savait qu'ils étaient dans la réalité. Donc il s'affranchissait, vous voyez que les portes de la réalité commençaient à devenir un peu poreuses par rapport à des territoires oniriques un peu différents. Chuang Tzu, parce que Chuang Tzu, peut-être que vous l'avez à l'esprit, Chuang Tzu, il y a 2300 ou 2400 ans, il a fait ce rêve extraordinaire qu'il écrit dans son livre éponyme. Il dit, je ne sais pas si c'est moi, Chuang Tzu, qui rêve que je suis un papillon, ou si c'est le papillon qui rêve qu'il est Chuang Tzu. Il a pratiqué, ça veut dire qu'il a pratiqué ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est une des phrases les plus célèbres de Chuang Tzu, le rêve du papillon. Et donc, simplement, pour être très clair, ça c'est ce que les maîtres faisaient, mais à la fin de l'initiation des disciples. Qu'on soit très clair, ce que je suis en train de vous raconter en termes d'initiation, c'est ce que eux appelaient la petite mort. C'est-à-dire commencer à s'affranchir de la matérialité, du monde matériel finalement, auquel Jocelyn a fait allusion tout à l'heure, pour déjà de son vivant rejoindre les plans subtils. Évidemment, donc c'est pour ça que c'est la petite mort qui n'est pas la même que la nôtre, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour eux, c'est déjà s'approcher des plans d'après. Et donc, ils réservaient ça, pas à n'importe quel de leurs disciples, et pas au début. C'était la dernière initiation. Et c'est la raison pour laquelle ce que je suis en train de vous raconter, il ne faut surtout pas le pratiquer. Surtout si vous avez vous-même des difficultés, notamment certaines personnes qui ont des profils un peu plus ou moins psychoïdes, vous voyez, ou schizophréniques, qui ont du mal à distinguer le réel du virtuel. Donc ça, il faut surtout éviter ce genre de choses. Éviter par rapport à des gens qui ont des responsabilités et qui doivent franchement avoir les deux pieds dans la glaise parce que c'est important qu'ils soient ici et maintenant. Si vous n'êtes pas ancré, voilà, ce sont des choses, moi, que je vous, en tout cas, déconseille de pratiquer. Parce que vous êtes déjà un peu parti. Donc, au contraire, c'est ce que Jocelyn disait tout à l'heure, vous êtes attendus ici, et nous sommes attendus ici. Donc ça, non.
Et notamment, le maître enseignait ça. À partir du moment où il avait la certitude et il avait enseigné, le voyage du retour. Ça, c'est ce que je dis à tous mes pratiquants. Moi, ok, vous emmenez là-haut, on peut essayer, mais derrière, c'est comme dans l'alpinisme. Tous les guides de haute montagne vous disent, le plus dur, c'est pas de monter. Le plus dur, c'est de redescendre. Parce que vous êtes fatigué, voilà, et en plus, vous perdez le discernement, etc. Et dernière explication, pour les taoïstes, pourquoi ils n'enseignaient ça qu'à la toute fin, c'est que les mondes astraux auxquels Jocelyn faisait allusion, qui sont très connus de la Chine ancienne, de tous les peuples historiques, mais ce sont des peuples, ce sont des mondes habités. Ce sont des mondes habités. Donc on fait parfois des belles rencontres, qu'on appelle les chaînes. Donc les chaînes, ce sont des esprits lumineux. Donc ils sont là pour vous guider, pour vous enseigner. Vous n'avez pas que des chaînes. Chaînes, c'est S-H-E-N. Vous avez aussi des guay. Les guay, ce sont des âmes errantes. Ce sont des gens qui ne vous veulent pas forcément que du bien. C'est pour ça que la transe, par exemple, n'est pas du tout recommandée pour... si ça vous intéresse, donc dans la voie alchimique, notamment du Qigong, il y a le Jingong, donc, qui est toutes les formes couchées, du rêve, du sommeil, etc., que je n'ai pas encore enseigné, mais que ce genre de conférence me donne envie peut-être d'enseigner un jour ou l'autre. Donc Chen Tuan, donc du Xe siècle, donc sous la dynastie des Song, a enseigné des techniques absolument incroyables pour travailler tout ce que je vois. La transformation, elle vient aussi du fait qu'on vit des expériences énergétiques, des expériences corporelles, et là on n'est pas dans le domaine de la croyance, parce qu'en Occident on aime bien dire croyez en Dieu. Par raccourci, je m'amuse à dire, Jung, une fois on lui a posé la question, croyez-vous en Dieu? Il a répondu, je ne crois pas, je sais. D'accord? Et un taoïste, il dirait pas ça, il dirait, je ne crois pas, je sens. Vous voyez tout le truc? Je vous donne ça pour faire des raccourcis sur les distinctions des voies, en fait. Donc, on n'est pas dans une logique de croyance, comme ça peut être le cas, effectivement, en Occident, avec certaines religions. Jung, il est un peu entre les deux, il dit je sais, donc il reste encore sur le plan de l'intellect, d'accord, il reste ici, et le taoïste, il dit non, je sens. C'est-à-dire qu'il fait un tout avec le divin. Vous voyez? Alors voilà, la transformation, elle est là, c'est qu'au bout d'un moment, la transformation, elle est aussi dans notre capacité à ressentir le vivant, ressentir l'énergie. Je ne sais pas si ça c'est une transformation ou pas, mais on sent beaucoup mieux les énergies, des lieux, des personnes, de la nature, des animaux, des forêts. Le Qigong des arbres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc finalement, voilà, on commence à rentrer en communication avec quelque chose qui est différent de nous, mais qui est fabriqué avec les mêmes briques élémentaires de vivants que nous. Donc, parce que quelque part, le taoïsme nous rappelle qu'on est fabriqué des mêmes atomes originels que tout ce qui existe sur Terre et partout dans l'univers. Voilà ce que nous rappelle le taoïsme. L'idée, c'est à la fois de faire descendre le ciel dans la Terre, les trois plans taoïstes, hein, c'est la Terre, l'homme et le ciel. D'accord? Et l'homme est le trait d'union, l'homo, enfin l'humain. Et le trait d'union entre la Terre et le ciel. D'accord? Donc on peut soit faire descendre le ciel à la Terre, d'accord? Donc soit spiritualiser la Terre vers le ciel. Donc les deux sont possibles. Donc le taoïste n'aime pas opposer en fait. Hein. C'est l'yin-yang. Ça s'interpénètre tout le temps. Donc là, et en plus, ça va plus loin. Et là-dessus, j'ai mis en ligne un article sur la différence entre le bouddhisme et le taoïsme. Et le taoïsme, notamment une des différences pour moi importantes, c'est que le taoïsme voit le ciel dans la terre. La lumière est dans la terre et dans la matière. Et pour un taoïste, c'est très, très important. Là, j'ai eu un débat avec un bouddhiste là-dessus récemment. Et ouais, parce que pour lui, la matière n'est pas illusion. La lumière est dans la matière. Et le ciel est dans la terre. En fait. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre la terre et le ciel. Et donc, en disant ça, il y a une acceptation totale du réel. Et donc, ça nous réconcilie avec la vie, avec l'incarnation et avec la matière. Et on n'est pas là en train de se dire « Ouais, mais finalement, ce que je vis, c'est pas la vraie vie. » Donc, parce que ça, c'est presque une logique de fuite. Non, c'est une logique de « Ok, je vais vivre avec la règle du jeu qui est là, parce que je sais que le ciel est dans la terre. » Et les plans sont interreliés, de la même manière que la terre est aussi dans le ciel. Parce que c'est un cercle, et tout est circulaire. Une forme pure de l'univers nous enseigne les formes pures de la création, en fait, c'est ce principe du cercle. Donc, est-ce que ça descend ou est-ce que ça monte? C'est pareil, en fait. Parce que tout est relié. Il y a aussi un principe fondamental dans le taoïsme, c'est la fractalité. C'est-à-dire que ce qui prévaut ici prévaut aussi au-dessus, etc. Et que les lois d'ici sont les lois de la terre, qui sont les lois de l'homme, qui sont les lois du ciel, etc.
Donc c'est fractal. Et donc, chapitre 25 du Tao Te Ching, l'homme dépend des lois de la nature, de la terre dépend des lois du ciel, le ciel dépend des lois du Tao, et le Tao ne dépend que de lui-même. Voilà, ça c'est Tao Te Ching. Et les lois sont les mêmes et elles sont fractales, comme ça elles se reproduisent. Donc le taoïste, il ne se posera pas la même. En revanche, ce qu'il fera, il partira de son propre corps. Le point de départ, c'est assez nombriliste ce que vous faites. Mais c'est pour la bonne cause. Ça part de là. Et après ça. Les maîtres avaient une réponse à ça. Ils ne répondaient pas. Et ils prenaient le disciple, et pendant un an, ils faisaient ça, le disciple. Et les réponses venaient. Dans la tradition, il est dit, lis moins, écoutez bien, lis moins, lis moins, pour le livre, pratique plus. La réponse, elle est là. Et ce qui est dit aussi dans la tradition, c'est qu'à un moment, le maître qui enseigne quelque chose, parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit « Seul celui qui a emprunté la voie connaît la profondeur des trous ». Ils sont très pragmatiques, les Chinois. Donc le maître, il est là pour dire « Attention, là, il y a un trou, moi-même, je suis tombé dedans à ton âge. Donc, je te dis, là, il y a un trou, donc évite-le. » Voilà, donc... et en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je me suis perdu dans mon trou et je suis tellement content de sortir le proverbe chinois. Alors après, le taoïste, il est là et il dit je sais que je sais, mais j'ai oublié. Je sais que ça c'est, je fais partie de ça, et moi je vais retrouver ça. Mais je sais que je sais, quelque part. Et sans force, sans attente, parce que plus on a d'objectifs, plus on a d'attentes, plus ça s'éloigne. C'est un des paradoxes aussi de la pratique, c'est que plus vous avez envie d'arriver, moins vous arriverez. Et ça, c'est très compliqué pour nous occidentaux de l'accepter. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je pratique effectivement nager dans les nuages, si vous savez déjà ce que vous allez trouver, bah, effectivement vous allez trouver ce que vous pensez trouver, c'est-à-dire quasiment rien. Ah, ça, je vous garantis que vous trouverez l'ennui. Ça, je vous garantis que vous le trouverez. Alors, vous trouverez peut-être un peu de souplesse, éventuellement, mais vous n'irez pas beaucoup plus loin. Ne pas savoir ce qu'on va trouver, ça, c'est chouette. On trouve ce que l'on ne cherche plus, dit la tradition. Je remarque que je découvre que les principes donc, du Tao sont proches des principes des lois de la Kabbale et de l'arbre de vie et des séphirotes. Oui, il y a eu des auteurs qui ont travaillé là-dessus, Deleuve, etc. Donc, je réalise la posture de l'arbre, moi je l'ai expérimenté des mois aussi, parce que ça entraîne au niveau des informations, des connexions, c'est fabuleux. Mais c'est l'arbre de vie là. Alors c'est l'arbre de vie, mais pour la tradition qui est la mienne, Xuanzhen, Longmen-Pai, on ne parle pas d'arbre. L'arbre c'est encore trop terrain. La véritable traduction de cette forme-là, c'est embrasser le chaos originel. Ah oui. Non, on travaille avec l'univers. D'accord. Ah, oui. Je ne savais pas ça. Embrasser le chaos originel. Ah, c'est magnifique. D'accord. C'est magnifique. Mais en disant ça, alors c'est vrai qu'on peut en sourire, ça rappelle simplement la dimension cosmique de qui on est. Et tout a démarré par le chaos de toute façon. Bien sûr, on est fabriqué des mêmes atomes originels que la création de l'homme. Vous avez peut-être le sentiment que la société se désharmonise. On pourrait se dire qu'est-ce que l'on peut faire. La première chose à faire, me semble-t-il, c'est de retrouver son harmonie intérieure. Bah oui. C'est tout. C'est tout. Et après, à chacun son chemin. Magnifique. Dernière info, après je quitterai l'estrade, c'est promis. Un conseil, en tout cas une astuce, une technique. Sachez que le meilleur moment pour faire parler ce proverbe, bien de chez nous celui-là, qui dit que la nuit porte conseil. Vous connaissez tous celui-là, la nuit porte conseil. Par expérience, là, pour le coup, le meilleur moment pour recevoir les informations, c'est la période qu'on appelle hypnogroupique, les 30 minutes qui précèdent le lever.
D'accord? C'est ce moment où vous êtes dans cet entre-deux, vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait conscient, vous avez quitté la zone du rêve. Donc il y a ce qu'on appelle les trois dantian, donc les 3 centres énergétiques qui sont là, qui sont au repos. Le corps est au repos parce que pour l'instant, le corps n'a pas bougé. Les émotions sont au repos ici parce que pour l'instant, on n'a rencontré personne. Et l'esprit est au repos parce que pour l'instant, on n'a pas lu nos mails, on n'a pas allumé la radio. Ok. Donc j'appelle ça, voilà, les 3 calmes. Donc ici, imaginez 3 paraboles. Voilà, vous avez 3 paraboles qui sont là. Donc c'est le meilleur moment pour être complètement réceptif à ce qui va arriver. Ok? Donc, un truc assez astucieux, c'est avant de vous coucher, vous posez une question. Vous posez une question, mais sans force. Plus vous mettrez de la force, moins ça marchera. Une question, n'importe quoi. Est-ce que je dois signer avec tel associé? Une question que vous posez, pro, perso, etc. Et ensuite, vous vous couchez. Si vous réveillez la nuit, parce que vous avez des troubles hépatiques entre 1h et 3h du matin, bon, et si vous avez bien des idées, vous les notez. Voilà. Et puis, ensuite, vous vous couchez. Et le matin, donc, juste avant de vous réveiller, si vous pouvez repousser un peu le temps de vous lever, à ce moment-là, sans force, là encore, parce que vous êtes dans les 3 calmes, vous envoyez avec beaucoup de douceur cette question et vous vous laissez en totale réception, comme l'enfant plein d'eau qui reçoit les informations. Et là, posez simplement le principe d'accepter de tout recevoir. Accepter de tout recevoir. Des messages, des images, des sons, du sympa, mais aussi du pas sympa. Et vous recevez. Et après, vous voyez. Et si jamais c'est évident, vous le saurez. C'est pas plus simple. Et il n'y a pas de savoir là-dessus. Et là, vous pourriez écrire des dizaines de bouquins là-dessus. Ce ne serait pas plus avancé. D'un moment, on n'est que des transmetteurs aussi. On est des ressenteurs. On ressent et donc on communique sur la base de ce que l'on ressent. Et on est aussi des transmetteurs. C'est notamment la raison pour laquelle, à la fin de chaque séance de Qigong, on remercie la filiation de tous ces maîtres qui nous ont précédés et qui nous ont apporté ces trésors de vie.